Aujourd'hui, on s'interroge sur les moyens à prendre pour assurer la pérennité des médias écrits communautaires. Bienvenue à cette rencontre. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition spéciale de La tête dans les nuances qui est consacrée aux 40 ans de la Gazette de la Mauricie. C'est le troisième volet de cette émission spéciale. Vous vous rappelez peut-être, si vous nous avez suivis, dans le premier volet, on parlait de la vision des différentes directions générales qui se sont succédées au fil du temps. On a également parlé de la production d'un numéro. Aujourd'hui, on va s'intéresser, bien qu'on va souligner et festoyer comme il se doit les 40 ans de la Gazette de la Mauricie, on va quand même s'interroger sur les moyens à mettre en place pour s'assurer qu'on puisse également célébrer le 50e anniversaire en passant par 41, 42, 43 et toutes les années qui suivront. Vous imaginez bien que les défis sont colossaux. Un de ces défis est celui que toutes les organisations rencontrent, c'est-à-dire celle de la pérennité financière. Comment faire en sorte non seulement qu'on puisse assurer la survie de ces médias écrits communautaires, mais qu'on puisse également en assurer le développement. Alors, pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir sur ce plateau 3 personnes dont l'expertise est tout à fait pertinente et qui vont nous faire part de leurs secrets et qui sauront nous dire si on se retrouvera pour le 50e anniversaire. J'accueille tout d'abord Mme Nathalie Côté, qui est directrice générale de Droit de parole, probablement le plus ancien des journaux communautaires au Québec, en tout cas, du moins, toujours en fonction. Et elle est également la représentante de la Mauricie pour l'AMEC. Alors, AMEC, un acronyme que vous devez déjà comprendre et retenir parce qu'il en sera vraisemblablement souvent question dans l'émission, c'est l'Association des médias écrits communautaires du Québec. Je reçois également M. Jean-Claude Landry, figure bien connue en Mauricie s'il en est une, homme engagé qui n'a de retraité que le titre. Et dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, on le retrouve entre autres au poste de trésorier à la fois pour la Gazette de la Mauricie et pour le Bulletin des Chenaux, 2 médias écrits communautaires. Vraiment, la région de la Mauricie est bien servie. Enfin, pour compléter ce trio, j'ai le plaisir d'accueillir M. Maxime Cahouette, qui est gestionnaire à CPS Média, une agence liée à la commandite, à la gestion des ventes, à la créativité média et à d'autres objectifs dont on aura l'occasion de se reparler. Et CPS Média représente l'ensemble des médias communautaires qui sont inscrits à l'AMEC. Madame, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur ce plateau. Bien, je commence tout de suite avec vous, Madame Côté, si vous le permettez, puisque vous représentez le doyen des médias communautaires écrits et que vous êtes aussi notre porte-parole à l'AMEC. Je vous dirais, faites-nous donc un état de santé des médias communautaires. Alors, est-ce que ça se porte bien en Mauricie, au centre du Québec et dans l'ensemble du Québec? Et comment vous entrevoyez l'avenir? Enfin, c'est sûr que la Gazette de la Mauricie se porte bien, là, avec toute cette extraordinaire équipe. Mais moi, ce qu'on voit à la MEC, en fait, c'est 3 défis. Évidemment, le défi du financement, parce que comme toutes les organisations communautaires, on est euh, bon, souvent trop sous-financé, en fait. Pas trop financé, mais sous-financé, c'est clair. Il y a un deuxième défi, c'est pour les petits journaux, ceux qui sont dans les villages à travers le Québec, il y a souvent un problème de relève. Je pense pas qu'il y ait un problème de relève à la Gazette, ni à Droit de parole. On vit pas ça dans les villes. Mais parfois, les petits journaux vivent ça. Il y en a presque un par année qui disparaît. Et des petits journaux, je veux dire. Donc Toujours ça, pour c'est la un même défi. problématique, c'est-à-dire celle de ne pas La avoir relève. réussi à trouver de relève? La relève, c'est un problème. Et le troisième défi, comme tous les journaux au Québec, c'est le virage numérique, comment trouver sa place dans le monde numérique. Donc, je pense, puis je ne suis pas seule à penser ça, c'est vraiment trois défis auxquels on fait face. Et quand on parle du passage au numérique, le défi, c'est vraiment de passer au numérique ou le défi est doublé de trouver des sources de commanditaires, par exemple, qui vont accepter d'appuyer ces journaux communautaires sur la sphère numérique? Ça, c'est clair. Ben, il y a plusieurs défis, mais la présence, exactement, puis la publicité.
Mais heureusement, il y a la publicité gouvernementale qui peut nous supporter de manière régulière. Ça peut beaucoup ça nous aide beaucoup. Et la publicité locale, ben, c'est le défi de tout temps pour les journaux. Et la publicité gouvernementale, est-ce que c'est un effet de flux et de reflux? Parce qu'il me semble que, par exemple, en temps de pandémie, il y a quelques années, les revenus publicitaires liés au gouvernement étaient plus abondants pour des raisons qu'on peut comprendre, mais est-ce que la source s'est tarie au moment où la pandémie s'est achevée? Ah, ben, la plupart des journaux, comme pour Droit de parole, ça nous a sauvés. Il y avait une régularité de publicité gouvernementale qui était extraordinaire, qui nous a beaucoup aidés. Donc, Et ça serait l'idéal, ça serait que la situation demeure toujours comme ça. Ça, alors c'est quand même le dicton l'idéal. à toute chose, malheur est bon était vrai dans le cas du financement pendant la pandémie, mais j'entends bien que c'est plus difficile par les temps qui courent. On aura certainement l'occasion d'y revenir avec Maxime Cahouette de chez CPS, qui, entre autres, a comme fonction d'aller chercher ces sources de financement au niveau des gouvernements. Mais j'aimerais m'adresser à vous, M. Landry, parce que si je reprenais l'adage de la tarte aux pommes, là, on dit toujours que tout le monde aime la tarte aux pommes, mais qu'on ne peut pas détester la tarte aux pommes. Et j'entends aucune voix dire qu'il n'aime pas son média communautaire, peu importe la région à laquelle il appartient. Mais quand vient le temps de le supporter, est-ce que la parole ou est-ce que les actions suivent la parole? Il peut s'établir avec un certain nombre d'acteurs institutionnels ou communautaires des partenariats, là où ces gens-là vont avoir un préjugé favorable, par exemple, pour un média communautaire, ils vont faire du placement média là-dedans, dans le média. Donc, ça peut être le monde syndical, ça peut être des institutions locales là, qui ont une vision sociale. Ça peut être des organismes communautaires aussi qui, parfois, ont des campagnes amenées, etc., puis vont prendre de la publicité. Après ça, par-delà de ça, il peut y avoir du soutien, ce qu'on appelle du financement populaire, là, des campagnes de financement, des activités de financement. Mais il y a, moi, si je parle pour la Gazette et si je parle pour le Bulletin, parce que moi, je suis dans les deux conseils d'administration, on peut dire qu'on bénéficie d'un soutien local intéressant, là, puis récurrent. Puis dans les petites communautés, je dirais que c'est encore plus vrai parce que souvent, le média communautaire est le seul média local dans cette communauté-là. Si je prends l'exemple du Bulletin des Chenaux. Bulletin des Chenaux, qui couvre un territoire rural, 10 municipalités, 20 000 de population à peu près, et qui, historiquement, a été très mal couvert par les médias urbains. Eux autres, ils se sont donné un journal, et puis vraiment, les commerces, les institutions, la MRC, les municipalités vont, par exemple, prendre publicité des avis publics dans le bulletin en sachant très bien que c'est une façon de les soutenir, puis de s'assurer de la pérennité du média, qui lui donne des nouvelles sur ce qui se passe dans le territoire. Et ça vient couvrir à ce moment-là une lacune qui existait préalablement, parce que le Bulletin des Chenaux, ça a peut-être autour d'une vingtaine d'années, cette histoire-là, 20-25 ans, là, sinon 30, et puis ça a vraiment été mis en place pour combler une lacune d'information locale. Les gens ne savaient pas ce qui se passait dans leur propre territoire. Ils savaient ce qui se passait à Trois-Rivières, ils savaient ce qui se passait à Montréal, à Québec, mais qu'est-ce qui se passait dans les municipalités environnantes, ils ne savaient pas. Fait que c'est comme ça qu'il y a des gens qui sont retroussés les manches, ils ont dit on va partir un journal et puis on va donner de l'information à notre population. Est-ce qu'on parle d'un modèle d'affaires qui est totalement adapté à ce type de journaux ou bien juste d'un modèle d'affaires qui est semblable, je dirais, aux médias traditionnels, mais qui est ancré dans son milieu et qui ne cherche pas nécessairement l'expansion? Oui, je pense qu'on peut parler ça ressemble un petit peu à... On connaît tous les hebdos, hein? Ça ressemble un petit peu aux hebdos, mais communautaire, impliqué dans sa communauté, avec un journaliste qui va chercher la nouvelle et puis un représentant publicitaire qui va s'occuper des revenus de pub, puis une direction qui s'occupe une direction qui va coordonner tout ça. Mais c'est un modèle d'affaires, je dirais, traditionnel, mais appliqué à un milieu qui veut avoir de l'information sur lui-même. Donc, c'est donner un outil à fin pratique parce que je dirais les décideurs locaux, que ce soit au plan de l'entreprise privée, que ce soit au plan des institutions publiques, ils voient la pertinence d'avoir ce bulletin-là parce que c'est un outil de communication avec leur propre population. Et clairement,
l'ensemble des médias écrits communautaires, et on parle de dizaines, là. J'ai entendu le chiffre de 62, 63, bien que, semble-t-il, un certain nombre ait de la difficulté à survivre d'une année à l'autre, vous vous êtes quand même donné des moyens de partager un certain nombre de ressources qui vous permettent de vivre, entre autres la MEC, on en parlait au début de l'émission, mais aussi l'idée de faire affaire avec une agence qui s'appelle CPS Média. Je suis allé faire, bonjour M. Cahouette, je suis allé faire un petit tour sur le site Internet de l'agence et je suis allé lire entre autres la mission. Et on nous disait que votre travail consiste à connecter les entreprises à leur public avec efficacité. Les entreprises, dans ce cas-ci, c'est les journaux communautaires. Les connecter à leur public avec efficacité et impact. Oui. Ça va être intéressant que vous me définissiez ça. Mais juste avant, faire affaire avec une entreprise, c'est une chose, mais recevoir un mandat pour faire affaire avec un regroupement de 63 journaux communautaires, est-ce que ça commande une approche différente? Oui, tout à fait. Si je peux expliquer en gros ce que c'est CPS Média, c'est qu'on représente des associations, des ordres professionnels à travers le Québec, principalement dans le milieu de la santé et de la construction. Pour ce qui est des médias communautaires, on les représente depuis à peu près 25 ans, donc depuis le début des années 2000. Les médias écrits communautaires et les télévisions communautaires autonomes également. Puis, pour les associations, les autres professionnels, donc on est dans la vente d'espaces de kiosques, de commandites, de partenariats, de publicité pour leurs médias imprimés numériques. Pour les médias communautaires, c'est un peu différent. C'est que c'est une représentation qui est plus politique. On fait ça en partenariat avec la MEC et auprès du gouvernement. Donc, beaucoup de sensibilisation à l'importance de venir soutenir les médias communautaires. Et quand le gouvernement du Québec a des campagnes publicitaires pour les médias communautaires, bien, il fait affaire avec nous. Et nous, ensuite de ça, on redistribue ça à l'ensemble des médias communautaires. Bien, je trouve intéressant, mais là, on parle des médias communautaires de façon très générale. Mais quand on parle du communautaire, vous l'avez bien mentionné, il y a télé communautaire, radio communautaire, journaux communautaires. Est-ce que vous avez l'impression, pour avoir tenu les cordons de la bourse et les tenir encore, ou pour diriger un média communautaire, que ces fonds-là sont équitablement répartis ou on prend pour acquis que le journal, c'est l'espèce en voie de disparition? Bien, le gouvernement a adopté, au milieu des années 90, si je me rappelle bien, là, une politique de placement média dans les journaux communautaires. Puis c'était 4 % de la publicité gouvernementale qui, en principe, devait tomber dans l'escarcelle des médias communautaires. Mais une fois que cette politique-là est établie, cette volonté-là manifestée, c'est au ministère après ça d'assurer le placement média parce que ce n'est pas un décideur, c'est des décideurs. Et là, c'est plus ou moins suivi, cette politique-là. Par contre, il y a des occasions où il y a des ministères où il y a des ressources qui, eux autres, font un placement assez régulier, mais il y en a d'autres qui ignorent les médias communautaires. Puis CPS Média a ce mandat-là d'aller chercher ce 4 % qui, en principe, j'entendais tout à l'heure qu'on dit qu'il l'applique, le 4 % mais peut-être sur une longue période, avec la COVID, c'était plus sûrement que 4 % là, mais il y a cette nécessité-là encore de faire un démarchage auprès du gouvernement pour qu'il y ait vraiment une décision, une application de la décision là, de cette volonté-là. C'est ça. Madame Côté, M. Cahouette, auprès de la MEC ou avec CPS, j'imagine que ça fait partie de votre travail, de vos objectifs, de faire en sorte que ce 4 % advienne. Qu'en est-il? Est-ce qu'on dit mission accomplie ou il y a encore beaucoup de travail à faire? En fait, depuis l'adoption de cette politique-là, oui, c'est en 1995 par le gouvernement de Jacques Parizeau, ça n'a pas été atteint. Donc, ça vise les ministères, organismes et sociétés d'État. Donc, quand on regarde l'entièreté des entités qui sont touchées par cette politique-là, qui est non coercitive, donc en passant, ça n'a pas été atteint. Ça veut dire que c'est un souhait, finalement. Exact. C'est exact. C'est pas contraignant, c'est pas une loi. Donc, c'est une politique, mais ça n'oblige pas, dans le fond, les personnes touchées par cette politique-là à atteindre ce 4 % -là. Est-ce qu'on a une idée
de ce que ça représente en argent, 4 de tous ces organismes-là? Ça doit chiffrer en millions? Le budget là, approximatif des ministères par année, là, je pense que c'est autour de 30 millions. Donc, 4 de 30 millions, il faudrait faire un calcul. Oh, là. on voit bien. Mais pour les ministères, depuis 2019, en tout cas selon l'information qu'on a, depuis 2019, les ministères atteignent, voire dépassent ce 4 %-là. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une mauvaise répartition dans les investissements du gouvernement du Québec dans les médias communautaires. Donc, 75 des investissements vont aux radios, environ 24 aux télés et à peine 1 pour les médias écrits communautaires. Donc, l'idée derrière cette politique-là, c'était de venir soutenir l'ensemble des médias communautaires. Alors, est-ce que l'objectif est atteint? Non, parce qu'ils vont soutenir les radios, oui, ça c'est clair, mais le reste des médias communautaires, non. Alors, nous, chez CPS, on fait énormément d'approches auprès des différents ministères, auprès des organismes sociétés d'État, en partenariat avec la MEC, pour les Est-ce que vous êtes déclaré comme lobbyiste au nom des médias communautaires quand vous faites les démarches? J'imagine. Puis, mais vous faites ce travail-là? On fait ce travail-là. Et ce matin, je peux même dire, ce matin, on a eu une rencontre avec le secrétariat de la communication gouvernementale, avec le directeur général de la MEC. Et ils ont compris le message par rapport à la mauvaise répartition. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Alors, on espère qu'il y aura des améliorations. Mais, peut-être, je terminerai avec ça, c'est que ça dépend de la bonne volonté de ces personnes-là. S'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, c'est à recommencer. Alors, nécessairement, il faut qu'il y ait un changement au niveau législatif. Il va y avoir des élections en 2026. Ce sera au parti politique là, de proposer des solutions, mais nous, c'est sûr qu'on va continuer notre représentation. Hein. Et ça explique en quoi l'importance de ce travail en continu de lobby auprès des gouvernements. Madame Côté, quand vous entendez ce 1 %, j'imagine que ce n'est pas une surprise pour vous à la MEC, mais comment vous réagissez face à cette situation-là et quelles sont les démarches que vous souhaitez entreprendre pour dire qu'il faudrait quand même rééquilibrer les plateaux, me semble-t-il? Oui, absolument. Puis, en fait, si on prend l'exemple de la pandémie, là, le gouvernement pouvait rejoindre les lecteurs. C'est souvent les journaux communautaires, c'est pas une faveur que de mettre de la publicité dans les journaux. C'est une manière de rejoindre les lecteurs, le lectorat. Les journaux sont gratuits, hein? La plupart tous les journaux communautaires sont gratuits, il me semble, et c'est une manière de rejoindre les gens. Donc, l'État, le gouvernement a tout intérêt à mettre de la publicité dans les journaux communautaires. C'est une question de volonté politique, en effet. Mais en parlant, c'est comme ça, c'est en parlant qu'on va faire connaître cet enjeu pour les journaux. Il faut vraiment, nous, en parler même à nos députés, tous les journaux à travers le Québec. Je pense que sensibiliser nos députés, c'est pas une mauvaise idée non plus, en parallèle avec le travail de CPS Média, par exemple. Est-ce que ça, c'est chacun des médias qui le fait dans sa localité? On peut comprendre, oui, pour l'approche envers les députés, mais est-ce qu'il y a vraiment des stratégies structurées au niveau de la MEC qui fait, OK, l'ensemble des médias, on se réunit, on va porter telle action parce qu'on a une revendication précise en termes de financement, parce qu'on ne va quand même pas se souhaiter une deuxième pandémie pour augmenter les revenus publicitaires des journaux? En effet, mais la MEC continue à faire un travail l'an passé, l'association a fait quand même beaucoup de... Il y a eu des rencontres, des textes, des lettres d'envoyer au ministre, même au premier ministre récemment. Donc, oui, la MEC fait son travail d'une certaine façon pour que soit augmentée la publicité, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les subventions à la mission, les subventions de base qui pourraient être augmentées, étant donné l'augmentation du coût de la vie. Les journaux, certes, c'est important d'avoir de la publicité, mais c'est important aussi d'avoir un financement qui permet aux organisations de survivre. Et le financement à la mission, M. Cahouette, c'est pas dans le 4 ça? Non. C'est un autre volet complètement. Ça, c'est un programme qui s'appelle le PAMEC, le Programme d'aide aux médias écrits communautaires du Québec.
Et selon le tirage du journal, il y a une quote-part là, de l'enveloppe qui est attribuée à chacun des journaux et qui, lui, est vraiment carrément un financement à la mission. Là. C'est ça. Mais est-ce que ce financement à la mission permet une prévisibilité qui assure une certaine forme de pérennité, ou bien, à titre de trésorier, vous êtes un peu en mode stress à chaque bilan? Oui, bien, chaque journal a une situation différente, là, mais l'assurance du financement du PAMEC, c'est quand même une enveloppe significative dans le cadre du budget global. Ça peut représenter entre 40 et 50 du budget global. Le reste, bien, ça va être de la vente publicitaire, ça va être aussi comme actuellement, il y a des journaux qui ils vont avec ce que j'appellerais des outils de financement, faire de la production avec leur propre expertise, offrir leurs services pour produire des balados, produire des vidéos, produire de la rédaction à des clients qui ne viennent pas nécessairement dans le journal, mais qui fait en sorte que ça permet de financer l'infrastructure et l'équipe de travail. Qui reconnaissent l'expertise et qui viennent l'utiliser à une autre fin. Il y a une expertise qui s'est développée, que ce soit en graphisme, par exemple. Si l'infographiste est en mesure de produire un très beau journal, il est en mesure de produire d'autres matériels. Et si je prends l'exemple de la Gazette fait de la promotion sur les services qu'elle peut offrir, notamment production de balado. La Gazette a une clientèle qui s'élargit d'année en année pour offrir ses capacités de faire de la production de balado, et ça contribue à son financement actuellement pratiquement à la hauteur de 15 à 20 de son budget annuel. Là, donc, une vente de services, mais qui part de l'expertise puis des ressources qu'a le journal. Je reviendrai vers vous, Mme Côté, parce que vous m'avez dit hors d'onde avant, parce que là, on célèbre bien sûr les 40 ans de la Gazette, mais vous me disiez qu'il ne se passe pas une année sans que, malheureusement, un média communautaire doive fermer ses portes. Et je me demandais, la difficulté, est-ce que c'est la relève institutionnelle, c'est-à-dire pouvoir réunir une équipe qui est souvent bénévole pour pouvoir travailler à ce média-là, ou la problématique est d'abord et avant tout d'ordre financier? Bon, j'imagine que c'est un mélange des deux, mais souvent, les petits journaux qui vont fermer, c'est souvent par manque de relève. Mais, je sais pas, il y a quelques années, Le Pont de Palmara l'a fermé en Abitibi. C'était un tout petit journal. Alors, s'il y a personne qui en prend la direction, ou un groupe de personnes, en fait. Mais en général, en général, c'est vraiment une question de financement quand même. Pour la grande majorité des journaux, c'est le financement qui est en jeu actuellement. Donc, c'est sûr qu'il y a la publicité, puis il y a le financement de base. C'est comme sur deux fronts importants. Puis la relève, évidemment. On a beaucoup parlé de publicité gouvernementale dans les dernières minutes, mais est-ce que c'est possible, et là je me tourne vers vous, M. Cahouette, est-ce que c'est possible pour des journaux communautaires de se tourner aussi vers du financement privé? Tous les journaux dits traditionnels peinent à conserver leur assiette publicitaire face aux GAFAM de ce monde. Est-ce que les médias écrits communautaires ont une quelconque façon d'aller conserver une partie de l'assiette? C'est difficile, évidemment. Il y a plusieurs façons, peut-être plusieurs éléments à prendre en considération. Les médias écrits communautaires, nous, on reçoit de la publicité imprimée, mais aussi pour le web. Et pour le web, un enjeu qu'on a avec les médias écrits, c'est qu'il n'y a pas énormément d'achalandage sur les sites web. Pas tous, il y a des sites web qui fonctionnent très bien, mais pour la plupart, il y a très peu de gens sur les sites web. Alors, là, comprendre que la publicité se mesure en clics, j'imagine? En impression, donc à chaque fois qu'il y a une vue, il y a des clics aussi, donc c'est des bandeaux web, bon. Et donc pour la plupart des journaux communautaires, les gens le lisent de façon papier encore. Ils le reçoivent à la maison. C'est peut-être ce qui distingue les journaux communautaires de d'autres types de médias qui se sont tournés vers le numérique. Maintenant, les entreprises privées
veulent, leur objectif, c'est toujours d'avoir la plus grande portée possible, d'avoir des statistiques aussi, nombre de clics, nombre de vues. Donc, c'est sûr que pour eux, d'investir dans un média papier communautaire, ça peut être difficile. Nous, on s'occupe surtout du volet gouvernemental, là, donc des différents paliers gouvernementaux, moins du privé. Mais ça peut peut-être répondre un peu à votre question par rapport à des raisons pour lesquelles le privé est peu ou pas présent là, dans les médias communautaires. Mais moi, je rappelle encore l'importance d'un média communautaire pour être capable de survivre et puis de se développer. Faut qu'il établisse une complicité dans sa communauté. Il faut vraiment que, si par exemple, pour l'exemple de la Gazette, on a fait le choix à un moment donné de dire on ne prend plus de publicité dite commerciale, on va prendre de la publicité institutionnelle, quitte à ce qu'on réduise le tirage et puis qu'on revoie le mode de distribution. On est à 20 000 quand même, ce qui est quand même respectable. Mm-hmm. Et puis on est distribué en kiosque. Parce que, mais là, pour être capable de dire on va s'établir un partenariat institutionnel, il faut qu'on fasse du démarchage avec ce qu'on appelait des alliés naturels, là, des gens qui ne méprisent pas le communautaire, qui partagent les valeurs du communautaire. Et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on est capable une année après l'autre, d'aller chercher le monde syndical, le monde communautaire, comme je disais tout à l'heure, ou encore le monde institutionnel, Société Saint-Jean-Baptiste, à la limite des librairies, quand on dit pas de commercial non culturel. Le culturel, on l'accepte. Mais pour ça, il faut vraiment être présent dans sa communauté, puis prendre le téléphone, puis offrir d'une certaine façon à sa communauté une plus-value. La Gazette, entre autres, a mis sur sa page web un calendrier d'activités où tout le monde peut aller sur le site et déposer leurs propres activités. Ça, c'est un service rendu à la communauté. Puis une pièce de théâtre, une assemblée publique sur telle situation, une conférence. Et les gens voient, ça nous sert le journal. Le journal nous met ça à notre disposition. Après ça, quand on les appelle, puis on dit, vous faites telle campagne actuellement, seriez-vous intéressé à en prendre un peu chez nous? Bien, c'est l'ascenseur, hein? C'est un retour d'ascenseur. Mm-hmm. Fait qu'il y a une obligation pour un journal communautaire de vraiment développer une complicité, un partenariat avec la communauté, avec les acteurs, les gens qui bougent dans cette communauté-là. Il me reste quelques secondes pour vous dire un immense merci d'avoir participé à cette table ronde. Et on n'a pas de doute qu'avec des gens engagés comme vous, on se reverra dans 10 ans. Merci beaucoup et bonne fin. Nous, on se revoit. Il va y avoir un 5e volet. On va aller participer à la fête, mais aussi, je vais vous faire visiter les coulisses de la tête dans les nuances pour le dernier volet de ce spécial. À très bientôt.